à la dose de radinerie surtout. Bonjour Nicolas. Pourquoi radinerie? Parce qu'on va parler des épargnants. C'est pas forcément un radin. Des épargnants qui sont peut-être en train de tuer l'économie de notre pays. J'essaie d'être un peu dramatique. En tout cas, on va parler de cette note de conjoncture publiée hier par l'INSEE qui met en cause l'épargne abondante des Français, notamment, sans leur jeter la pierre, des retraités. On a l'impression que ce sont les épargnants les coupables, pardon de vous le dire comme ça. Bon, évidemment, quand la croissance ralentit, c'est multifactoriel. Vous avez des tensions géopolitiques, il y a une guerre commerciale, il y a quelques inquiétudes sur le prix du pétrole, il y a l'investissement des entreprises, qui est quand même l'un des principaux moteurs d'activité qui est plutôt faiblard. Mais il est vrai qu'on n'a jamais vu un tel taux d'épargne en France, taux d'épargne privé des ménages, les bas de laine, depuis 1979, 18,8%. Il y a eu une période bizarre, Covid 2020, on a dépassé les 24%. Mais enfin, quand on met l'économie sous cloche et que les gens ne peuvent pas consommer, là, c'était un peu cohérent. Et on voit effectivement, l'INSEE constate que ce réflexe de précaution, il est surtout marqué chez les vieux écureuils, si vous voyez ce que je veux dire. Et les retraités sont responsables des 2/3 de ces comportements d'épargne, indique l'INSEE. Bon, je vais encore me faire plein d'amis, comme je disais chez Laure ce matin. Je pense que 80% des messages Twitter et des courriers que je reçois, c'est des retraités ulcérés. Parce qu'on mais j'en reçois aussi moi-même pour vous, alors je peux vous le confirmer. Non, mais ça a continué ce matin. Bon, très bien. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut pas. D'ailleurs, à mon avis, la solution par rapport à savoir qui doit payer, la bonne solution, c'est d'augmenter le PIB, et plutôt que d'aller tondre de X ou Y pour boucher les trous budgétaires. Et donc, l'INSEE ajoute que la consommation des retraités, clairement, n'a pas suivi la très forte revalorisation liée à l'inflation à laquelle on a assisté en 2024. Et évidemment, tout ce qui va dans l'épargne, c'est quelque chose qui n'ira pas dans la consommation. Et la consommation, j'ai parlé de l'investissement, mais la consommation, c'est l'un des autres moteurs. Il y a 4 moteurs dans la croissance. La consommation en fait partie. Et du coup, l'INSEE s'attend également à 0,6% de croissance cette année, parce que s'il y a moins de consommation, la croissance sera moins forte. Donc on a quand même OCDE, Banque de France, FMI, INSEE qui sont à 0,6 de croissance pour 2025. Et au gouvernement, on est passé de 0,9 à 0,7. C'est encore au-dessus du consensus, le 0,7 désormais. Bon, pardon, mais ce type de constat risque de donner un petit peu de matériel, de grain à moudre à ceux qui disent que les retraités doivent être ciblés pour rééquilibrer nos comptes publics. C'est sûr. On va tramer les arguments qui vont se profiler. Il faut de la solidarité intergénérationnelle. C'est un débat et c'est un vrai sujet. Mais on a un Himalaya budgétaire et impossible de franchir cette montagne si on laisse de côté un quart, malgré tout, de la dépense publique. C'est la facture en France des retraites. Je vous rappelle qu'elle va dépasser 400 milliards d'euros cette année. Et d'ailleurs, l'opinion nous indique ce matin que les sénateurs de droite et du centre ont pris fait et cause pour le fait de désindexer les pensions de retraite en 2026. Il n'y a pas une semaine où quelqu'un n'a pas l'idée de s'attaquer aux retraités d'une manière ou d'une autre. Même dans le conclave, dans les pistes d'économie, on regardait l'ISG, la CSG, on regardait l'abattement sur l'impôt sur le revenu ou effectivement le phénomène d'indexation. Alors il est vrai que si on part sur une inflation à 1%, il n'est pas du tout dit qu'on ait encore 1% d'inflation l'an prochain. Mais 1% d'inflation, si vous désindexez les pensions, vous avez tout de suite un effet assez important, 3 milliards d'euros, puisque comme les retraités, c'est un quart de la dépense et 17 millions de personnes, le moindre petit paramètre que vous touchez sur les retraites, vous avez tout de suite un effet budgétaire en plus ou en moins très important. Alors attention à ce stade. D'abord, l'INSEE n'est pas là pour faire des recommandations. L'INSEE est là pour donner des photographies. Et à ce stade, il n'est absolument pas prévu d'aller ponctionner l'épargne des Français ou l'épargne des Français retraités pour combler les trous budgétaires. Qu'il y ait des mesures fiscales sur X, Y ou Z, c'est pas du tout impossible. Aller ponctionner l'épargne, ça n'est pas du tout aujourd'hui un sujet et une crainte qu'il faut avoir. Bon. Alors, peut-être je vais vous poser une question un petit peu rhétorique. Pourquoi est-ce que les Français mettent autant d'argent de côté, Nicolas ? On a évidemment un réflexe quasi culturel de l'épargne de précaution, le refus du risque. On a la culture, si vous voulez, de la sécurité financière. On a coutume de dire que dans le coup fin du nouveau-né en France, on met un livret A, quand aux États-Unis, on met une action Google, de manière un peu illustrative. Après, il y a eu une réaction au retour de l'inflation. Bon, cette inflation n'est plus aujourd'hui le sujet d'il y a 2-3 ans, mais ça a marqué. Et on voit qu'effectivement, depuis Covid et après la vague d'inflation, on a créé une surépargne qui ne s'est pas démentie. Et ça fait 2 ans que les conjoncturistes font toujours une prévision de croissance au cas où une partie des ménages désépargnait.
Mais cette désépargne n'arrive pas. Ouais. Donc l'inflation a marqué quand même un mouvement un peu lourd. Après, la remontée du chômage, c'est toujours un élément qui peut inciter à l'épargne. Alors sur le chômage, vous noterez que l'INSEE est un peu moins pessimiste pour 2025 que lors des précédentes prévisions, parce qu'ils sont encore assez loin des 8% de taux de chômage à la fin de l'année, même si ça monte. Après, on se dit que le pays ne va pas financièrement, donc il peut y avoir des hausses d'impôts. Ça, c'est la fameuse équivalence ricardienne. Oui. Craindre des hausses d'impôts. On se prépare à des futures hausses d'impôts et on met de l'argent de côté. Puis il y a aussi le vieillissement démographique avec le fait que la cote de confiance dans la capacité du système de retraite à assurer les retraites à l'avenir est quand même moyenne, on va dire. Ce qui veut dire que là aussi, c'est une incitation à l'épargne. Et puis il y a un économiste bien connu de BFM Business qui vient très régulièrement entre 9h et 10h dans les experts, qui s'appelle Christian Parizeau, qui disait la chose suivante, et je trouve que c'est très vrai parce que c'est très vrai en fait. Nous épargnons car c'est l'État qui dépense pour nous. L'État creuse les déficits et les Français épargnent. Il disait inconsciemment en fait, on délègue. Ce matin, ça ? Non, c'était il y a quelques jours. Inconsciemment, on délègue une partie de notre consommation à l'État. C'est vrai qu'en fait l'État est tellement omniprésent dans nos vies que c'est lui qui dépense à notre place dans bien des sujets. Et notamment, par exemple, la santé. Alors, pour terminer, juste de manière très basique, quand on a comme ça un taux d'épargne très important, ça n'a quand même pas que des effets négatifs. Oui. Alors, les effets négatifs, évidemment, c'est moins de consommation. Les effets négatifs, c'est moins d'investissement. Parce que comme l'épargne chez nous va généralement dans de l'épargne réglementée sans risque, eh ben, elle ne vient pas irriguer l'économie productive et elle ne vient pas financer l'économie réelle. Dieu sait si on l'a dit 1000 fois. Oui. Et puis, quelquefois, quand le taux d'épargne est très élevé, anormalement élevé, pratiquement 19%, ça commence à être limite too much. Eh bien, c'est là où vous pouvez avoir finalement un phénomène de pessimisme contagieux à d'autres agents économiques et notamment les agents économiques productifs. Après, il y a quand même des effets positifs avec l'épargne. Ça veut dire que vous avez des ménages, pas tous, mais des ménages qui en... Enfin, quand même, l'INSEE constate que, y compris chez les ménages les plus modestes, il y a une tendance à l'épargne qui est là. Ce n'est pas qu'une histoire de gens qui ont beaucoup d'argent, mais évidemment, plus vous avez d'argent, plus vous êtes capable d'en mettre de côté tous les mois. Mais donc, ça crée une protection des ménages contre les chocs, ce qui, au niveau macro, peut constituer un filet de protection contre d'éventuelles crises sociales, parce que les ménages ont une poire pour la soif, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où ils ont plutôt une dette au-dessus des épaules. Évidemment, alors c'est un effet positif ou négatif, mais enfin, c'est une sécurité de financement massif pour l'État. Parce que l'essentiel de l'assurance vie est quand même placé en fonds euros et les fonds euros sont massivement placés dans la dette publique de la France. Donc c'est quand même pour l'État finalement une bonne nouvelle. Et puis ça sert aussi de police d'assurance à nos créanciers étrangers. Parce qu'évidemment, un pays qui a beaucoup d'épargne financière liquide est un pays qui peut difficilement faire défaut. Et il est certain que si on n'avait pas le taux d'épargne français, mais le taux d'épargne américain, même si les bases de calcul ne sont pas exactement les mêmes, on n'aurait pas notre on serait très probablement plus double A chez les 3 principales agences de notation. Vous nous l'avez rappelé quelques fois cette année et c'était vrai qu'il faut l'avoir en tête. Merci beaucoup Nicolas Dose. Parfois l'épargne fait mal, vous nous l'avez démontré. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business, vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Nicolas de Tout pour Investir. Il y a un espace commentaire, vous aussi. Prenez la parole économique et partagez avec nous votre point de vue. Et puis Nicolas, c'est bien sûr l'expert des experts tous les jours en direct de 9h à 10h. Et puis quand vous le voulez en podcast, là où vous avez l'habitude d'écouter vos contenus audio.